10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver une nouvelle semaine, qui promet encore d'être riche en actualité. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour, avec vous le zapping qui va faire réagir les débatteurs et Félix Mathieu pour C'est quoi le problème? On va parler plastique avec vous. Oui. Zéro plastique, c'est l'ambition qui était affichée par le gouvernement, sauf qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau européen et qu'on a un petit peu de mal à appliquer. Là on vous attend, vous allez nous raconter un petit peu tout ça dans un instant. On vous attend au 0826 300 300. Est-ce que vous utilisez encore des contenants en plastique? Est-ce que vous avez fait le tri chez vous? On voit que les pailles ont été quasiment bannies, les pailles en plastique, et on va parler des gobelets avec vous, les gobelets en plastique qui devaient être totalement interdits depuis le 1er janvier. Puis finalement, ça a été repoussé. Mais regardez ici à Sud Radio, pour nos auditeurs, on peut dire que nous on a supprimé tous les gobelets et Anne-Lise nous a fabriqué à chacun des mugs à nos noms et ça fonctionne très bien depuis 1 an et demi. Oui. On a chacun nos mugs, on met de l'eau, du café. Ça n'a pas été si compliqué. On peut parler de notre propre expérience à Sud de ce qu'on a mis en place. Vrai débat. 0826 300 300. Merci Gilles, vous avez donné le standard. Au sommaire des débats. Pourquoi ça pourrait être le mot du jour tous les jours. Pourquoi le Premier ministre a-t-il demandé au ministère de l'Intérieur de se préparer à de nouvelles élections législatives? Alors coup de pression, ce matin vous l'avez entendu dans le rappel des titres, il dit non mais je veux pas de dissolution. Néanmoins on peut s'interroger sur ses propos qui ont été rapportés. Il a été obligé de réagir et ce matin l'invité politique de Sud Radio était l'eurodéputée Nathalie Loiseau du parti Horizon et justement elle a réagi à cette menace de la dissolution de l'Assemblée. Vous pourrez réagir à ce son sur tous nos réseaux. C'est pas un coup de pression, c'est un coup de com' parce que c'est pas lui qui va décider s'il y a une dissolution ou pas, c'est le président de la République. Oui, la dernière fois que j'ai lu la Constitution, fait ensemble. En tout cas c'est lui qui s'est exprimé alors que c'est pas son rôle. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que la dernière dissolution a apporté quoi que ce soit de positif à la France? Est-ce qu'elle a réglé un problème? Pas à ma connaissance. Alors vous avez la parole. Si vous pensez que vous êtes d'accord avec Nathalie Loiseau, donc on fera réagir nos débatteurs. N'hésitez pas, 0826 300 300 et puis sur le Facebook Live, n'hésitez pas à réagir. On vous donne la parole. Et sur puis on va parler évidemment de l'Iran. Ça a été longuement évoqué ce matin à l'antenne de Sud Radio et cette question pourquoi la communauté internationale est-elle aussi silencieuse? Pourquoi est-ce que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères est aussi silencieux pour soutenir le peuple iranien? Là aussi, on vous attendra au moment des débats. Et puis, on va parler on n'entend pas beaucoup de people non plus. Non, pas beaucoup de personnalités. Il y a Arthur ce matin qui a fait un très beau texte sur les réseaux, Arthur l'animateur. Et puis ce nouveau machin, un haut commissariat à la disparité, justement, à la diversité et aux diasporas. Là aussi, avec que des personnalités issues de l'immigration, une forme de racisme finalement. Là aussi, 0826 300 300. Félix, avec vous, on va donc voir. Moi, ça m'a sidéré de voir qu'il y avait eu une interdiction des gobelets en plastique, puis finalement, non. Oui, donc c'est quoi le problème? Vous avez parfois même des gobelets, on croit qu'ils sont en carton, mais en fait ils sont en partie en plastique pour que ça soit bien comme il faut, tout imperméable, etc. Oui, c'est ça. Donc les gobelets contenant du plastique devaient être interdits depuis le 1er janvier 2026. Sauf que finalement non, ça a été repoussé de 4 ans, donc ça devrait entrer en vigueur d'ici 2030. Et encore en 2030, il y aura une période de tolérance pour écouler les stocks, une période de tolérance d'1 an. Donc finalement même 2031 pour ceux qui sont stockés. En théorie, cette période de tolérance, elle aurait été de 6 mois là, si c'était entré en vigueur. Donc, en plus de repousser de 4 ans, on a aussi doublé à 1 an la période de tolérance. Ouais. Comment vous expliquez ce recul? Alors, tout simplement, le gouvernement explique que c'était juste techniquement pas faisable à l'heure actuelle, que l'industrie s'était pas mise en capacité technique de supprimer totalement le plastique des gobelets. Alors, la
teneur en plastique a été réduite au fil des années, en 2022, puis en 2024. On est maintenant à 8% maximum de plastique autorisé dans les gobelets, mais zéro plastique, a priori, c'était pas faisable techniquement, on n'était juste pas prêt, c'est pour ça que ça a été repoussé. C'est dingue, non? Ça paraît complètement fou. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun contrôle dans les entreprises, on les a pas suivis, il n'y a pas eu de suivi. Ou que peut-être, vous diront les professionnels du plastique, peut-être que c'était trop ambitieux à l'horizon 1er janvier 2026. En tout cas, effectivement, les ONG écologistes, oui, alors, notamment... Quelle réaction des écologistes? Ils sont furieux parce que eux expliquent, par exemple, une statistique, une comparaison assez impressionnante. Ils disent qu'on a l'équivalent d'une cuillère en plastique dans notre cerveau, tellement c'est omniprésent dans notre environnement, dans la nourriture, les boissons, tellement on en ingurgite un petit peu tout le temps. Ils nous disent aussi, par exemple, qu'au niveau mondial, c'est l'équivalent d'un camion poubelle de plastique par minute qu'on jette dans les océans. Donc eux, leur discours, c'est de dire, au bout d'un moment, la réduction drastique du plastique, faudrait vraiment y aller. Donc ils sont consternés par ce recul. Ils y voient même une tendance de fond à reculer sur tout ce qui est en rapport avec la protection de l'environnement. Il y a eu, vous savez, les moteurs thermiques, pareil, où au niveau européen, on a repoussé l'objectif. Donc c'est toujours cet éternel débat. Est-ce qu'on recule sur l'écologie ou après tout, est-ce que c'est juste du pragmatisme parce qu'il faut bien que la réalité suive les normes au bout d'un moment, sinon c'est juste... Ça veut dire que l'argent domine avant l'écologie. On peut penser ça. Le business avant l'écologie. C'est le discours des ONG écolo. 0826 300 300, zéro plastique. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? On vous attend et puis on est en ligne avec Joseph Taillefer. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, on vous connaît bien, meilleurs vœux. Vous êtes régulièrement sur l'antenne de Sud Radio pour venir débattre. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes secrétaire général de Plastalliance. Et donc avec vous, on va essayer de comprendre un petit peu ce zéro plastique. Vous avez publié un halt au plastique bashing. On a l'impression qu'on écope la mer avec une petite cuillère, mais néanmoins il faut faire des efforts. Est-ce qu'on est hypocrite? En fait, aujourd'hui, l'ennemi, c'est pas le plastique, c'est l'idéologie qui confond interdiction et solution. En l'occurrence, quand on parle de faire des gobelets soi-disant en papier-carton sans plastique, c'est ignorer en fait tout simplement la chimie, les lois de la chimie, les lois de la physique. Et les lois ne pourront jamais changer, on va dire, ces principes. Ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est que vous avez énormément aujourd'hui de produits qui en apparence ne sont pas en plastique de l'extérieur, mais qui sont recouverts de plastique parce que d'un point de vue technique, ce n'est pas possible de faire autrement. On a parlé des gobelets. Si vous mettez pas de plastique à l'intérieur, le café, notamment tout ce qui est chaud, va passer à travers. Je vous prends le carton, j'ai envie de dire, qui n'est pas traité par le plastique, c'est le carton de déménagement. Si vous versez justement du café dessus, ça passera à travers. Donc le gobelet, lui, est traité. Les canettes de soda, sont à l'intérieur recouvertes d'une couche plastique. Ça, les gens ne le savent pas. Il y a pas mal de vidéos sur Internet dans lesquelles on fait fondre en fait dans un acide la partie métallique et on voit qu'il y a une poche plastique à l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, sans plastique, vous faites plus grand-chose. Parce que si vous voulez mettre en contact avec, on va dire, de l'alimentaire ou des choses qui sont humides, grasses, en l'occurrence, le plastique est techniquement le meilleur allié. Oui, mais est-ce que c'est mauvais le plastique pour la santé? C'est quand même on parle des PFAS, on parle de tout ce qui est lié au plastique et on a fait du plastique un épouvantail, certainement à juste raison parce qu'on voit que pour l'environnement dans certains pays, je raconte souvent cette anecdote où dans un pays où j'étais allée, je vois un champ tout blanc, je me demandais ce que c'était comme culture et en fait c'était des sacs plastiques. Donc il y a des gens qui ne font aucun effort et nous on nous demande beaucoup d'efforts. Alors juste ma première question, c'est est-ce que c'est mauvais pour la santé le plastique? Les plastiques qui sont fabriqués en France ou dans l'Union européenne, suivant les normes que nous avons, parce que nous avons les normes les plus drastiques. Je veux dire, on parle toujours de Bruxelles qui nous crée des réglementations, mais pour le coup, sur la partie plastique, vous avez des produits qui sont aujourd'hui interdits en Europe ou en France et qui sont autorisés ailleurs. Par exemple, le bisphénol A, vous avez certains types de phtalates qui sont autorisés dans certains pays et pas chez nous. Vous avez, on va dire, des substances parfois et des additifs qui peuvent être problématiques dans d'autres pays. Donc, quand on trouve
trouve des études dans lesquelles on nous dit on a trouvé des substances dangereuses. Il faut regarder sur quel type de produit ça a été analysé. Donc, consommer dans des produits plastiques fabriqués en France ou en Europe, ça ne pose aucun risque. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas l'industrie qui le dit, c'est justement l'EFSA qui a sorti une étude d'ailleurs très récemment et faisant la revue justement sur ce qu'on appelle les microplastiques et sur tout ce qu'on a pu entendre. Et ils reconnaissent aujourd'hui qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui de dangerosité qui a été démontrée. Et en l'occurrence, les ONG ont tendance, on va dire, à transformer quelque chose qui est une inconnue en une affirmation. Ceux qui sont aujourd'hui... Oui. Oui, Joseph, Félix avait une question. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle nous parle de l'équivalent d'une cuillère en plastique dans le cerveau, si je vous suis bien, c'est peut-être vrai, mais c'est pas grave ? Ah non, mais alors ça, c'est une fake news. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je vous aurai l'occasion de le voir en plus en détail dans mon prochain livre, Plastique, le jour d'après, qui arrive dans les prochains mois, dans lequel, justement, je vais faire la revue de toutes ces fake news qu'on nous a balancées. L'histoire de la cuillère dans le cerveau a été démontée par différents organes étatiques et scientifiques. C'est pas possible biologiquement. Vous vous rendez compte qu'on a quand même raconté à des gens qu'ils avaient soit l'équivalent d'une cuillère, soit l'équivalent de plusieurs bouchons en plastique dans le cerveau. Or, au niveau des études indépendantes, et notamment Nature, par exemple, qui a fait une étude sur le sujet en 2025, ils ont dit que c'est pas biologiquement possible. Et surtout, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans toutes les études concernant les microplastiques dans les organes, dans le cœur, dans le placenta, dans tout ce que vous voulez, des problèmes dans la détection, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune méthode standardisée d'un pays à l'autre pour détecter des microplastiques, et on prend pour microplastiques des choses qui n'en sont pas. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun consensus. Malheureusement, vous avez certains militants et même certains scientifiques qui sont certains des militants, ça existe, qui viennent vous dire le contraire. Or, en l'occurrence, moi, ce que je prends comme étude, c'est pas les études payées par l'industrie, c'est pas l'étude payée par les ONG, ce sont ce que dit l'EFSA, ce que dit l'ANSES. L'ANSES l'a dit d'ailleurs encore l'année dernière également, sur lesquels aujourd'hui on ne peut pas venir dire non, il y a un danger et on ne sait pas à partir de quel seuil il y aurait un danger. Alors, on va continuer cette discussion et puis avec nos auditeurs, on aura Baptiste qui lui est outré qu'on utilise encore des gobelets en plastique. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Dit, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, nous parlons de ce plastique, zéro plastique, plus de gobelets en plastique, et ça devait entrer en vigueur début janvier. Finalement, on n'est pas prêt et ça sera reporté à quoi, 2030. 2030, l'interdiction des gobelets contenant du plastique. Baptiste, vous vouliez réagir, vous dites écologiste et outré qu'on utilise encore ces gobelets. Oui, outré qu'on utilise encore ces gobelets et outré de ce que je viens d'entendre de ce monsieur qui essaye de nous expliquer scientifiquement qu'il n'y a pas de danger avec le plastique, alors que voilà, maintenant on sait que le plastique est très mauvais pour la santé, on sait que le gaspillage de plastique fait qu'on a toujours besoin de plus en plus de pétrole et de fossiles. Donc ouais, moi je suis outré qu'en 2026 on puisse tenir ce genre de discours et puis qu'on puisse dire c'est pas grave, on reporte cette interdiction du plastique et puis c'est pas grave quoi. Voilà. Ouais. Et vous au quotidien, vous êtes vigilant justement à l'utilisation du plastique ? Moi déjà j'utilisais très peu de plastique jetable. Par exemple, j'ai une gourde qui me permet en fait de mettre n'importe quoi dedans, du chaud, du froid, et donc du coup d'utiliser toujours ma gourde et de pas être obligé de faire appel à des gobelets en plastique ou ce genre de trucs. Voilà, donc mais oui, de toute façon, il faut qu'on aille vers de moins en moins d'utilisation de ces plastiques, parce que là, je sais pas, vous avez vu, moi j'ai une fille qui a 1 an. Je me félicite de lui avoir donné de la Monroucou depuis sa naissance, parce que quand je vois les études qui sont faites sur les pollutions de l'eau, et là on parle de cristalline, de Vitel Départ, qui sont des eaux qui ont de très belles images et qui sont bourrées de microplastiques, scientifiquement maintenant on sait que les microplastiques et l'ingestion de plastique provoquent des cancers et ce genre de maladies. Donc tout ce qui va dans le sens de l'interdiction de ces microplastiques et plastiques est forcément bon pour la santé, pour lutter contre le gaspillage et pour l'environnement. Enfin voilà, c'est tellement bête.
Ouais. Alors merci Baptiste d'être intervenu. On a Alain en ligne avec nous également. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Alors ça vous fait réagir. Qu'est-ce qui vous fait réagir? L'interdiction, le zéro plastique, ou vous vous dites que aujourd'hui c'est très compliqué, comme le disait Joseph Taillefer, de se passer du plastique? Non, moi je vais intervenir en disant c'est un combat qui est d'arrière-garde. Il y a 40-50 ans, oui, c'était prioritaire. Il fallait supprimer le plastique. Du moment qu'on a remplacé les bouteilles en verre, qu'on a vu arriver les bouteilles plastiques, on est tout un tas à avoir dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut arrêter immédiatement. Les gens ont préféré pour encore des sordides histoires d'argent. Mais aujourd'hui, les microplastiques, il est partout. Il est dans les plantes, il est dans la faune, il est chez nous. On l'a dans tous les corps, les enfants qui naissent longs, il est partout. Trop tard. Et par contre, ça donne une conscience à tous ces écolos décroissants, coercitifs, punitifs, qui sont tous sauf des écologistes, qui sont des gauchistes, qui mènent leur lutte anticapitaliste et qui se donnent une conscience environnementale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes beaucoup plus graves que ça, le climat et ainsi de suite. Moi, je vais donner un exemple tout bête. Je suis de Lyon. Il y a une femme à Lyon, bon, qui a de l'argent, qui n'est pas milliardaire, mais enfin qui a de l'argent, qui a entrepris toute une action sur l'antifouling sur les bateaux, faire supprimer l'antifouling sur tous les cargos, les développements des cargos à voile, etc., etc., etc. Quand les écologistes sont venus à Lyon, elle travaille en Arabie, donc elle vit en Arabie, mais elle est lyonnaise. Quand les écologistes sont arrivés à Lyon, elle se dit bah super, il y a des écolos à Lyon, je vais pouvoir aller les revoir. Elle est allée les voir. Ils l'ont écouté une fois, ils sont jamais retournés la voir. C'est elle-même qui finance. Donc elle leur demandait même pas d'argent. Ça les a même pas intéressés. Ils ont même pas compris ce qu'était l'antifouling sur les bateaux. Elle est allée voir Olas. Ouais. Elle n'a même pas pu le rencontrer, Olas. Pourtant, Dieu sait que sur Lyon, elle a tous les contacts qu'il faut. Ils n'ont même pas cherché à la rencontrer. C'est-à-dire tous ces politiques aujourd'hui, ils n'en ont rien à faire. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils donnent 2-3 os à ronger pour se donner bonne conscience. Et le plastique, c'est beaucoup trop tard. On est tous infestés de plastique. Les microplastiques, il y en a partout. Alors, je ne sais pas. Demain matin. Oui. Non, allez-y. Oui, vous dites. Mais on peut arrêter tous les plastiques demain matin. On sera encore pollué dans les 2000 ans qui viennent. On aura encore des microplastiques en nous. Donc, de toute façon, il faut arrêter le plastique. Mais il y a beaucoup plus grave comme lutte à mener. Mais c'est trop compliqué pour les politiques. Alors, je sais parce qu'il y a des mesures qui sont prises, et qui sont prises à la demande peut-être de la communauté de la communauté européenne, et on est obligé de les appliquer, Félix. Oui, notamment l'interdiction de ces gobelets. C'est pas des gobelets en plastique comme on en avait avant. C'est vraiment des gobelets en carton, mais qui contiennent toujours du plastique, comme nous l'expliquait Joseph Taillefer, qui représente Plastalliance. Donc l'industrie du plastique. D'ailleurs, Joseph Taillefer, vous entendez notre premier auditeur, lorsqu'on voit que l'objectif, quand même s'il a été repoussé, est d'interdire le plastique dans les gobelets, notamment dans les gobelets en carton, mais avec du plastique dedans. C'est quand même que les pouvoirs publics considèrent que ça pose problème, parce que produits pétroliers, produits peut-être pas 100% biodégradables, même si ça l'est de plus en plus, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas considéré comme bon pour l'environnement et la santé. S'il fallait effectivement interdire tous les produits plastiques avec lesquels nous sommes en contact, interdisez les préservatifs, interdisez les masques que nous avons portés pendant le Covid et fermer les hôpitaux, parce que l'ensemble aujourd'hui du système hospitalier repose sur le plastique, les seringues, les gants, les blouses, etc., etc. Ce qu'a dit votre premier auditeur, ce n'est pas vrai. Alors je ne sais pas s'il l'a dit par ignorance ou par propagande, mais je peux vous assurer, et je mets au défi quiconque de venir à un moment donné dans un vrai débat avec moi en direct sur un plateau, de me démontrer que les autorités sanitaires européennes, françaises, médicales, mais sérieuses et indépendantes, ont indiqué que les microplastiques ou les plastiques, on va dire, fabriqués en France ou en Europe, pouvaient constituer un danger. Alors pourquoi ils ont pris cette décision ? Pourquoi l'Europe a pris cette décision ? Alors, je vais vous le dire. Et moi, Plastalliance, on est une organisation européenne. Il faut le savoir qu'on représente au niveau européen, d'ailleurs, l'industrie plastique. On est basé en France, mais c'est au niveau européen. Et en fait, pour le coup, et je le dis très souvent, la souveraineté de l'industrie plastique française est sauvée aujourd'hui par Bruxelles et non pas par Paris. Parce qu'en France, nous avons le seul pays au monde qui a pris une réglementation pour dire, AGEC, en 2040, on arrête les emballages plastiques à usage unique. Bruxelles a dit non. Et heureusement qu'il a dit non, parce qu'on entend les discours qu'on a en France aujourd'hui,
produits. Je peux vous assurer qu'en Allemagne, les consommateurs, c'est pas le même discours. Vous allez en Roumanie, c'est pas les mêmes discours. En Italie, c'est pas les mêmes discours. Et l'Europe a dit quoi? L'Europe aujourd'hui, elle a sorti une réglementation sur les emballages et les déchets d'emballage début 2025. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les gobelets, justement, avec du film plastique dedans ou pas d'ailleurs, sont considérés, c'est bizarre, mais c'est comme ça parce que la définition est assez large, comme des emballages. Et en fait, les États membres ne pourront pas interdire des produits qui ne sont pas interdits par le règlement. Et donc, de ce fait, à terme, la France est en fait dans une surtransposition comme est dans l'habitude. On est les champions en la matière. Et en l'occurrence, il y a deux raisons à ce report par la France à 2030. C'est un, le côté technique, c'est vrai. On n'a pas trouvé mieux que le plastique pour isoler le papier carton de l'humidité. Et deuxièmement, c'est la crainte d'avoir une procédure devant la Cour de justice, parce qu'effectivement, il n'y a aucune réglementation aujourd'hui européenne qui prévoit d'interdire les gobelets, d'ailleurs même 100% plastique. Et moi, je vous fiche mon billet qu'en 2030, il y aura toujours les gobelets en question, et même en 2035 et en 2040, et je peux même penser que même les gobelets 100% plastique à usage unique risquent de revenir. Et d'où ils viennent tous ces gobelets? Vous parlez de plastique français, mais j'imagine que de Chine arrive aussi un certain nombre d'objets en plastique, et de gobelets en particulier. Alors, il y a des gobelets qui sont fabriqués en France. Il y a des fabricants de gobelets papier-carton avec une couche plastique qui existent, mais vous avez aussi beaucoup d'importations qui peuvent venir au niveau européen et qui peuvent venir de la Chine. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous vos auditeurs d'une manière générale. On a souvent l'habitude de regarder l'origine, on va dire, du contenu, d'où vient la viande, d'où vient le produit. Il serait intéressant de s'intéresser aussi à l'origine du contenant, parce que c'est un point très très important de voir où le contenant a été fabriqué, parce qu'en fonction, on va dire, de la région dans le monde, je peux vous assurer que si vous comparez un plastique français avec un plastique chinois, c'est comme comparer un poulet de loué à un poulet chinois. C'est pas le même produit en termes de composition. Mais pourquoi ils sont pas interdits? Pourquoi ils sont pas interdits, les produits chinois? Ils sont pas aux normes? Ils sont aux normes? Comment se fait-il qu'on puisse trouver des produits? Normalement, ils devraient respecter les normes, et en principe, ils ne devraient pas rentrer sur le marché européen. Le seul problème, c'est que c'est les douanes nationales qui s'occupent en fin de compte de faire des contrôles. C'est les DGCCRF, entre guillemets, locales, dans les différents pays, on va dire les équivalents de DGCCRF qui doivent le faire. Or, on va dire, les importateurs sont très malins pour pouvoir passer, on va dire, parfois par certains pays ou par certaines portes d'entrée dans lesquelles les contrôles sont beaucoup moins, on va dire, sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut effectivement faire attention. D'ailleurs, pour l'information, l'Union européenne va prendre une décision, là, c'est tout récent, sur le fait que justement les produits qui contiennent du plastique recyclé devront avoir été recyclés en Europe, et donc les plastiques recyclés chinois, au moins pour la prochaine année, ne pourront pas venir pénétrer en France. Donc c'est quand même une avancée. Donc l'Europe commence à mettre une préférence européenne sur les produits plastiques également. Très bien. Merci à vous, Joseph Taillefer, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Donc, Félix, finalement, donc 2030 pour la fin des gobelets. Si l'industrie est prête d'ici là, on peut avoir un doute en écoutant Joseph Taillefer, mais en tout cas, c'est le nouvel objectif fixé pour l'interdiction du plastique dans les gobelets. Ouais, Nathalie nous dit, mais la provenance n'est pas forcément inscrite sur les contenants. Elle a raison, effectivement. On se retrouve dans un instant avec vous, Gilles. On va parler de l'Union européenne. Non, on va parler, pourquoi je dis l'Union européenne? Non. On va parler... Si vous voulez, je peux trouver un son. Non, mais on va revenir sur cette petite phrase rapportée. Le Premier ministre qui demande au ministre de l'Intérieur de se préparer à des élections législatives en même temps que les élections municipales. Pourquoi donc? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour le 10h midi, 0826 300 300. Nous vous attendons pour réagir à tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, pour commenter cette actualité, Sophie de Menton, bonjour, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et votre dernier livre, Réussir, c'est possible, est paru aux éditions Fayard. Rachida Kaout, bonjour, conseillère municipale Renaissance à Ivry-sur-Seine, bonjour à vous. Mehdi Raïch, analyste politique, bonjour. Et Alex Armand, journaliste politique. Et on vous retrouve également sur YouTube. Les Indécis, c'est une chaîne de débat
politique. Et Gilles Danzmann est resté avec nous. Alors on va parler dans nos débats de cette petite phrase rapportée vendredi les mots s'en mêlent. Vendredi, le Premier ministre aurait demandé au ministre de l'Intérieur de se préparer à de nouvelles élections législatives. Coup de pression, coup de com', comme le disait Nathalie Loiseau. On va en reparler. Et puis on va parler de l'Iran, évidemment, du silence relativement assourdissant de la communauté internationale et de la mobilisation assez faible également de people, ce que disait Gilles tout à l'heure. Et puis avec vous, Rachida, mais c'est un sujet qu'on voulait évoquer, le nouveau machin, le Haut Commissariat à la diversité et à la diaspora. Au moment où on nous demande de faire des économies, on va nous refaire un haut commissariat, mais vous allez nous dire, vous, tout le bien que vous en pensez. 0826 300 300. Gilles, on commence avec votre Oui, et puis on peut annoncer la mort de Roland Courbis, qui a été annoncé, qui a été un grand entraîneur. Je crois que vous vouliez en toucher deux mots avant de démarrer le zapping. Alex, grand fan de foot, mais dit aussi, oui, triste nouvelle, Roland Courbis, qui a été un grand joueur de foot à l'Olympique de Marseille, entraîneur. C'est surtout un entraîneur mythique de la Ligue 1, il a fait quasiment tous les clubs de la Ligue 1. C'était même devenu une blague de faire un Courbisico, c'est-à-dire 2 clubs entraînés par Roland Courbis qui s'affrontent en Ligue 1. Donc il a entraîné Rennes, il a entraîné Marseille, Montpellier. Et Bordeaux qui l'a amené en finale de la Coupe d'Europe devant le Bayern de Munich. Moi, c'est mon premier souvenir. Avec Zidane, si je me trompe. Avec Zidane, Vicente Lizarazu, avec Dugarry, de souvenirs de football. Non, mais il est mort de quoi? Je ne sais pas. On ne sait pas. On vient tout juste de l'apprendre. Et c'était effectivement 72 ans. Oui, c'est jeune. Un géant commentateur qui était très écouté à la radio. Il avait une voix, il avait tout ce que le football français aimait, et c'est vrai qu'il était apprécié des supporters marseillais, notamment, parce qu'il avait redoré le blason de ce club, mais il a fait effectivement Bordeaux, Rennes, Lille, je crois aussi. Il a fait Lille. Marseille. Montpellier, il a fait tous les clubs, à part un seul, c'est vrai, le PSG, parce que c'était pas le club qui portait vraiment dans son cœur, encore que quand il le commentait, il était assez objectif. Enfin, c'était un mec qui avait vraiment l'air sympathique, je le connaissais pas personnellement, mais on avait, je pense, tous les amoureux du football envie d'être son copain et regarder un match avec lui. Est-ce que je peux poser une question idiote? Oui. Merci. Un entraîneur, c'est un boulot qui est très physique, qui est... Non, c'est stratégique, c'est plutôt psychologiquement, c'est épuisant. Psychologiquement, c'est je sais pas, il aurait Non, mais là, il était plus entraîneur, il était juste consultant radio. Il était souvent un grand personnage. Il avait joué au cinéma aussi, dans des films comme 3-0. Bon, bref, il incarnait vraiment. Une stature. C'est un grand personnage du football français, vraiment. Et il a formé plein de joueurs d'ailleurs. Zidane, le plus connu, c'était formé par Roland Courbis, c'était découvert par Roland Courbis. Oui. C'est pas n'importe qui dans le paysage Bernard Tapie. Très proche de Bernard Tapie, mais très proche un peu de tous les présidents et de tout ce business football. Enfin, vraiment, je pense que c'est un très grand personnage qui vient de nous quitter aujourd'hui, très jeune. Moi, je m'y attendais absolument pas, personnellement. Donc, on est tous avec sa famille, avec ses proches aujourd'hui. Oui, on pense évidemment et à tous les amateurs de foot pour qui ça a été quelqu'un d'assez important. Vous pouvez téléphoner pour témoigner réagir, sur nos réseaux sur la disparition de Roland Courbis. Alors c'est la petite séquence l'actualité, le pas de côté qu'on fait désormais tous les jours à 10h30. Sophie de Menton, vous gagnez combien dans la vie? Je gagne combien? Oui, est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Alors attendez, il faut que je calcule. À la louche, je dois avoir en revenu à peu près 20 000 euros par mois. D'accord. Donc ça vous gêne pas de donner votre salaire. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui va passer au Parlement. Mais je suis pour la transparence. On va parler de la transparence. C'est un reportage du 13h de TF1. Les patrons vont devoir afficher très bien. le salaire dans les entreprises. Non, mais par contre, ce qui est pas bien du tout. On écoute le sujet avant. D'accord. Combien gagnent vos collègues de travail? À partir de juin prochain, vous en aurez une idée plus précise grâce à une directive européenne qui va imposer aux employeurs davantage de transparence. Ça me regarde pas spécialement, ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de savoir ce que mon chef gagne ou mon collègue gagne au centime près. Vous voulez faire quoi? Si on met ça sur un tableau à l'entrée de l'entreprise, combien gagnent les gens? Ouais, puis je crois qu'il y a un côté un peu malsain. Je pense que ce serait une très très bonne chose. Grand pas. Pas pour l'humanité, mais oui, pour les femmes peut-être. Pour réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes, justement, en juin, l'Union européenne imposera à toutes les entreprises plus de transparence.
Elles devront fournir des fourchettes de salaire et justifier les écarts de rémunération. Dans l'Isère, le patron de cette entreprise de robinetterie publie depuis des années les salaires de ses employés, même le sien. Moi, je gagne 10 570 € par mois. Une transparence plutôt bien reçue. Vous en pensez quoi, Sophie? Alors, je pense que le patron, c'est normal qu'il donne son salaire, parce que, voilà, c'est normal. Il dirige une boîte, les gens ont le droit de savoir ce qu'ils gagnent. Alors, en revanche, compliqué parce que ce qui gagne son salaire dans la boîte, mais il peut avoir d'autres revenus. Et ça, il n'y a pas de raison qu'ils les mettent. En revanche, je sais ce que c'est. Quand on veut augmenter quelqu'un, on a encore le droit d'augmenter quelqu'un. Si vous l'affichez tout de suite, vous avez tout le monde devant votre porte pour avoir une augmentation. Je veux dire que là c'est pas une question de jalousie, mais c'est une question de compétition, parfois de jalousie. Et donc je trouve que on n'a pas à l'afficher. Et en plus, il y a une autre règle qui m'a scandalisée. J'avais 2 secrétaires il y a longtemps déjà. Il y en avait une qui était géniale, qui bossait tout le temps, qui passait un coup de fil quand elle avait vu un truc intéressant. L'autre qui regardait sa montre indéfiniment pour partir 10 minutes avant si c'était possible et que elle faisait une faute d'orthographe. Je me souviens, je lui dis mais ça vous rend pas malade de faire une faute d'orthographe quand on adresse une lettre à un PDG? Elle dit ah bah si je me rendais malade pour ça. Bon, donc il y en a une que j'ai voulu augmenter. Je l'ai augmentée. J'ai eu les syndicats chez moi, un drame dans l'entreprise. À boulot égal, salaire égal. Et ben ça, c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal d'afficher les salaires, même des patrons, pardon, excusez-moi, mais ça veut dire quoi en fait? C'est la transperçance en fait. Il faut savoir tout sur tout le monde, tout le temps maintenant. Et en fait, moi ça m'exaspère. J'ai le droit de gagner de l'argent parce que je travaille. Non, mais la boîte. Non, mais même le patron de la boîte. Pardon, même le patron de la boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit dire combien il gagne ou est-ce qu'il part en vacances? Non, on n'a jamais dit ça. Mais, non, mais ça commence si, par la là. maîtresse, il faut le dire parce que sinon, ça vous en tôle. Si c'est et puis vous faites griller sur un grand écran pendant un concert. Voilà, non, mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, je trouve qu'on est dans le tout le temps, tout de suite maintenant, et ça commence par le salaire et après ça va aller jusqu'où. Donc moi je suis complètement contre. Rachida, enfin, je suis contre aussi. Que vous allez de le découvrir. Je vous rejoins. Moi je pense que ça crée un climat plutôt indécent, plutôt suspicion, indécent et puis frustration. De la frustration. J'en revenais parce que pourquoi mon collègue gagnerait 500 € de plus que moi et si et ça, est-ce que son travail et puis en fait du coup on perdrait en efficacité, je pense aussi finalement. C'est pas du tout trop de liberté tue la liberté. Oui, mais vous, par exemple, tous les conseillers municipaux sont payés le même prix? Non, pas du tout. D'opposition, le même prix, oui. Et puis après, les conseillers municipaux de la majorité, suivant si vous êtes premier adjoint, deuxième adjoint, etc. C'est une grille. C'est une grille. Mais ça, c'est tout à fait normal. On ne peut pas comparer. C'est différent. Oui, c'est complètement normal. Une entreprise privée, du coup, Nathalie, une auditrice me dit ça va juste créer des jalousies et des divisions. Puis après, vous avez il me semble, quand on est chef d'entreprise, qu'on a la possibilité d'apprécier le travail de quelqu'un. On n'a plus la possibilité. Non, on n'a plus de possibilité. Premièrement, et deuxièmement, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise, vous mettez du temps à vous payer. Ouais. C'est-à-dire que quand vous construisez une entreprise, quand vous êtes payé. Et donc, ça voudrait dire quoi? Que demain, si on monte une entreprise, quelqu'un qui monte une entreprise, un chef d'entreprise qui est au chômage, dirait je suis au chômage. Et ça voudra dire quoi? Quel message ça sera envoyé à ses employés? Lui, il est au chômage et il monte sa boîte pendant qu'il va me payer. Enfin, moi, je trouve ça vraiment indécent. Mais parce qu'au moment d'une création d'entreprise, il faut attendre 1 an et demi avant de se verser les premiers salaires. Donc, quand vous commencez à afficher votre salaire, je trouve ça quand même. Mais là on parle d'entreprise. On parle de toutes les entreprises. Toutes les entreprises. C'est pas très élégant dans une entreprise de se dire un tel il gagne ça, et puis l'histoire de la parité, ils vont pas nous gonfler indéfiniment comme ça, parce que et alors les femmes, il va y avoir toutes les femmes assises pour rattraper. Parce que ce qu'il est vrai, et c'est regrettable, c'est que les salaires des femmes sont encore 30% moins et qu'il y a des tas de raisons et on ne peut pas le rattraper d'un seul coup. Vous pouvez réagir. On aura Jérémy qui lui est pour la transparence, donc ça va être intéressant de l'entendre. 0826 300 300. Peut-être que c'est déjà le cas dans votre entreprise. On va lui demander. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous et nous commentons le zapping de Gilles et on a Jérémy en ligne avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy, bonjour Valérie. Bonjour, alors on vous entend. Donc vous êtes, on évoquait la transparence des salaires.
Oui, effectivement. Ouais. Oui, j'ai écouté le débat pendant que j'étais en ligne. Bon, je vois qu'il y a des avis un peu divergents. Nous, on dit que ça crée. Enfin, nous, oui, on est d'accord pour le coup sur ce sujet en disant que ça peut créer une forme de jalousie ou de climat un peu curieux dans l'entreprise. Vous êtes salarié. Racontez-nous un peu votre situation. Oui. Alors moi effectivement je suis salarié donc du privé dans un grand groupe, donc on a des grilles salariales, donc il y a assez peu de différence, mais je reste tout de même pour la transparence, ce que j'ai vu le cas dans beaucoup de petites entreprises où on est souvent payé à la tête du client, c'est-à-dire que si le patron il préfère ton collègue, tu découvres qu'il y a une différence élevée entre les deux alors que tu fais le même boulot, tu fais autant d'heures sup que lui et tu te dis pourquoi ? Oui, mais en même temps, parfois c'est très subjectif. Alors après, il faut ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que deux personnes qui font le même boulot ne font peut-être pas exactement le même boulot, justement. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté. Et moi, je trouve juste dommage que cette réforme ne concerne que les grands groupes, que les grands groupes et les moyens groupes, justement, plutôt que les petites, parce que c'est souvent dans les petites qu'on trouve les plus grandes disparités. Les écarts. Ouais, c'est ça. Foutez la paix aux petites boîtes. Oui, mais c'est Sophie Monton qui dit ça. Non, mais bon, voilà, mais c'était intéressant, d'entendre Jérémy. Merci de nous avoir appelés. C'est vrai que oui, on comprend du point de vue des salariés aussi que ça puisse poser question. Puis ça dépend aussi des secteurs. Hein. Ça dépend des boîtes, ça dépend des secteurs, ça dépend du boulot. C'est vrai que ça pose question. Gilles, on continue. J'espère que vous avez apprécié que j'ai posé ma question à Sophie de Menton et pas à vous. Oui, j'espère que vous me donnerez des bons points. Moi, je suis pas salarié. Donc, vous savez, j'espère que vous avez. Je travaille gratuitement. J'espère que vous avez apprécié mon tact. Absolument. Et moi, je suis là gratuitement ici, je tiens à le dire. Oui, c'est vrai. Bon, Sophie, puisque je vous cible, vous connaissez votre QI ou pas? Vous êtes ma cible du jour. Au Danemark, une clinique exige que vous ayez un QI de 80 pour pouvoir donner votre sperme. Et ce n'est pas le seul critère. J'ai pas de sperme. C'est très faible. Je vous ferai réagir. Une banque de sperme refuse désormais les dons des personnes avec moins de 85 de QI au Danemark. Sur son site, Donor Network se présente en première page comme une banque de sperme aux normes plus élevées. Pour cela, elle affiche des critères à ses donneurs, pas de casier judiciaire, des tests de personnalité, mais aussi un test de quotient intellectuel. Ce test, il faut pouvoir résoudre des suites logiques de figures et pouvoir les classer. L'objectif, selon l'entreprise, c'est, je cite, d'avoir des enfants intelligents et qui correspondent parfaitement à l'avenir de votre famille. Il faut savoir qu'au Danemark, les dons de sperme peuvent être réalisés dans des entreprises privées, comme ici avec Donor Network, ce qui leur laisse la possibilité d'imposer leurs règles. En France, par contre, les dons de sperme ne sont autorisés que dans 28 établissements de santé publique, encadrés par l'État et à but non lucratif. Faut le faire pour les politiques. Non, mais le danger, c'est le génisme, évidemment. Bah oui, là, pourquoi c'est un danger? Et puis, est-ce qu'on est sûr que deux génies fabriquent un génie? Non, c'est une bonne question. Non, mais c'est pas. Mais il y a les grands-parents. Regardez, deux belles personnes peuvent fabriquer un enfant moche. On a tous des exemples. Non, mais le QI. Alors, moi, ça me dérange sur le principe parce que ça veut aussi dire. Alors, même si le QI est très faible, 85, oui, ok, très faible, mais ça veut aussi dire que des personnes qui seraient dites plus faibles intellectuellement n'ont pas le droit ou ne pourraient pas avoir des enfants. Donc ça, quelque part, ça me dérange. En termes d'éthique, ça me dérange. Je peux comprendre la logique derrière, puisque quand vous faites un don du sperme, vous devez savoir quel est le donneur. Parce qu'un enfant sur commande. Voilà, donc je comprends la logique derrière, mais le principe et la manière dont c'est présenté, lui, me dérange. Il y a déjà des commandes. Il y a déjà des commandes en Europe où vous pouvez choisir si l'enfant que vous allez avoir sera avec les cheveux clairs, les yeux clairs, ou l'inverse. Enfin, c'est très rarement quand on souhaite qu'il soit noir. Et même garçon ou fille. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. En Afrique, ils ont envie qu'il soit noir, leur bébé. Le bon de commande, vaut mieux, oui. Oui, mais le bon de commande existe déjà. Mais c'est terrible, c'est un bon de commande. Bien sûr. Donc aujourd'hui, en fait, la vraie question à se poser, c'est plus l'histoire du QI, là. C'est vraiment où est notre c'est du commerce. De toute façon, on a perdu tout fondamentaux. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tous ces problèmes au sein de nos sociétés, que ce soit en France ou ailleurs, parce que les pertes de repères favorisent ce genre en fait d'ignominie. Moi, je suis. Mais qui décide ce genre de choses? Moi, c'est ça qui me fascine. Là, c'est une clinique privée.
Au Danemark. Non, mais c'est en général. Elle est autorisée. Qui décide? Oui, elle est autorisée au Danemark. En France. Mais qui ça serait compliqué en France, c'est impossible. C'est une bonne idée, tiens. Mais un couple d'amis homosexuels qui a eu recours à la GPA aux États-Unis me racontait qu'on choisit sur un catalogue la mère, et donc ils avaient décidé de choisir en fonction des diplômes universitaires. Et puis petit à petit, ils se sont rendus compte que ce qui primait pour eux, c'était la santé, c'est d'avoir des parents, une mère qui était en bonne santé, et que finalement les diplômes étaient passés au second plan, mais c'était dans leur objectif de départ. Et puis c'est l'éducation et l'amour que vous donnez à votre enfant qui le fait grandir. Bien sûr. Donc voilà, et puis Gilles. Allez, pour finir, vous savez qu'il y avait, ça c'est un peu notre marotte à tous les deux, Valérie, il y avait le salon de la technologie de Las Vegas qui a fermé ce week-end. Alors Big Brother Watch You. Alors vous savez qu'on est tout le temps espionné maintenant, il y a des caméras sur nos portables, dans la rue, un peu partout, on nous espionne, on regarde tout ce qu'on fait. Et bien aujourd'hui au CES de Las Vegas, vous savez quoi? Il y aura des caméras dans vos frigos et dans vos frigidaires pour filmer ce que vous mangez, pour commander à votre place avant que vous soyez sans tomates ou sans œufs. Ça va évidemment poser question de savoir ce qu'il y a dans votre frigo. C'est évidemment pour faire du commerce, mais on le présente sous un autre prétexte, le fait de ne pas faire de gaspillage, le marketing. Samsung a profité du CES 2026 pour présenter son nouveau frigo connecté, le Bespoke AI Family Hub. Un frigo que l'on peut donc ouvrir avec la voix, et ça c'est quand même stylé. Il embarque une caméra juste au-dessus qui est boostée à l'IA grâce à Google Gemini, qui saura exactement quel ingrédient, fruits, légumes ou même sachets on ajoute ou l'on retire, mais aussi de compter le nombre de tomates par exemple afin de nous donner les quantités précises présentes à l'intérieur. Pratique pour savoir à distance par exemple sur son smartphone ce que l'on a ou pas dans son frigo. Tout sera affiché sur cet énorme écran extérieur de 32 pouces qui permet de regarder YouTube par exemple, mais aussi de pouvoir connaître les dates de péremption de chaque produit afin de nous proposer des recettes selon ce qui va périmer en premier. Vous vous sentez dépassé? Ça vous fait rire. J'ai l'impression d'être vieux jeu quand j'entends tout ça. Bah oui, vous allez regarder votre réfrigérateur et il va s'ouvrir tout seul. Il va vous afficher Rachida Kao. Si j'ai décidé de changer justement, je sais pas vous expliquer, j'ai plus envie de manger du chèvre, je veux plus manger de viande, donc mais c'est là pour le coup, moi j'y crois pas du tout. Non. Si, c'est l'avenir. Hein. Oui, mais c'est débile. Non, parce qu'on saura les dates limites. Votre frigo va commander à votre place sur Amazon. Pour les dates limites, mais commander à notre place. Tout ce qui est dépassé comme date limite. Moi, je change d'avis toutes les semaines, donc je change de. Oui, je change vraiment de. gadget, en vrai. C'est tellement. Non, ça va. Non, mais je comprends que ça vous choque ou pas qu'il y ait des caméras dans les frigos? Non, ça me choque pas parce que ça va avec l'air du temps. C'est pas choquant. Ah bah si on le veut. Non, mais c'est des innovations qui vont arriver dans il y a une demande de ces choses-là. De toute façon. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelqu'un qui achète ce qui manque. Bon bah à ce rythme-là, ça sera dépassé. On aura les petites gélules. Mais moi, je vais vous dire, je m'en fous un débat. Je prendrai pas une caméra dans mon frigo parce que vous en foutez pas alors. Non, mais parce que généralement, mon frigo pique dans le frigo le soir. Donc ça, c'est le premier point. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans votre papier, c'est le surespionnage. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière en sortant de votre studio. Après l'émission, on a parlé de Nicolas Maduro et de ce fameux jogging qu'il portait Nike. Et bien, je vous promets qu'en sortant une heure après sur mon Instagram, en swipant, comme on dit chez les jeunes, en swipant, je suis tombé sur une publicité de ce jogging Nike. Alors, j'avais pas du tout envie de l'acheter, mais j'ai trouvé ça ça nous est tous arrivé. De parler de quelque chose et de recevoir une publicité. C'est pour ça que je ne mettrai pas de caméra dans mon frigo. Oui, parce que là, on vous dira ce qu'il faut que je mange. Il n'y a plus de fromage, il faudrait que tu en achètes. Voilà, exactement. Merci Gilles. On va se retrouver dans un instant avec vous. On parlera de galettes d'ailleurs avec vous, Sophie de Menton. D'une galette sans gluten remboursée par la Sécu. Ça vous a fait réagir. Et nous, on va parler de cette nouvelle dissolution évoquée dans les salons feutrés de Matignon par le Premier ministre. Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo de Le Cornu? Des poireaux, on le sait, des poireaux. Voilà.
On va parler de l'Iran, que fait la communauté internationale et que fait même Donald Trump, qui avait menacé d'intervenir si des manifestants étaient tués. Et visiblement, le bilan est assez lourd en Iran. On vous attend 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Cette radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube, votre chaîne de débat politique Les Indécis. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Votre dernier livre, Réussir, c'est possible, est paru chez Fayard. Rachida Kaout, vous êtes conseillère municipale Renaissance à Ivry-sur-Seine. Et Mehdi Raïch, analyste politique. Est-ce que vous souhaitez une nouvelle dissolution? Vous avez vu que le Premier ministre donc menace, ou en tout cas il laisse entendre que s'il y a censure, il pourrait dissoudre. Donc, c'est plutôt le président de la République qui dissoudra l'Assemblée nationale. Qui va dissoudre l'Assemblée nationale s'il y a lieu. Ce matin, on pourra réécouter le son de Nathalie Loiseau qui parle d'un coup de com'. Alors dites-nous ce que vous en pensez. On va parler de l'Iran et puis on va parler donc de ce nouveau Haut Commissariat à la diversité et à la diaspora. C'est ça, hein. Donc c'est à suivre, 0826 300 300. Donc commençons. Vous dites coup de com', Sébastien Lecornu, qui ce matin a précisé, je ne veux ni de la censure, encore moins de la dissolution. Donc en gros, il met les députés devant leurs responsabilités en disant s'il y a dissolution, s'il y a censure, il y aura dissolution. Alors d'abord, il y a des règles qui m'a expliqué tout à l'heure, mais il y a des règles. Donc il faut un certain laps de temps entre les élections. Ensuite de ça, je peux même pas m'intéresser à la question parce que ce que je trouve terrible, c'est que c'est pour obtenir satisfaction sur un 49.3 dont on ne sait pas ce qu'il va contenir et qui sera probablement catastrophique. C'est pour obtenir satisfaction, on joue sur des types qui veulent plus aller sur le terrain parce qu'ils ont peur de ne pas être réélus. Oui. Et je trouve ça terrifiant. Oui. Et donc je peux même pas m'intéresser parce que c'est un tel calcul politique de toute façon qu'on peut pas s'intéresser à la chose. Y compris LR, ils vont revenir à combien? À 15 à l'Assemblée peut-être plus. Peut-être plus, oui. Enfin, je suis atterrée par l'état de la crise politique. C'est pas une dissolution qu'il faudrait, c'est un coup de balai. Oui. Alors on a des réactions. Frédéric est en ligne avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous avez donc lu vendredi, comme tout le monde, cette petite phrase. Alors, coup de bluff, coup de pression, vous en pensez quoi ? Exactement ce que vient de dire l'invité précédente. C'est un coup de com'. Monsieur Macron est un homme de com'. Hein. Oui, Monsieur Macron est un homme de com'. On le voit depuis 8 ans. Cette fameuse indiscrétion qui est en fait une fuite organisée vers la presse, c'est juste pour dire aux députés, attention, si vous votez si vous faites tomber le gouvernement, je dissous, et vous savez très bien qu'un certain nombre d'entre vous ne seront pas réélus, notamment ceux qui ont été élus grâce à des combines locales. Les autres, il y a des députés qui sont très solidement implantés chez eux. Ils seront réélus parce qu'ils sont portés par leur population locale, il n'y a aucun souci. Mais il y a un certain nombre, effectivement, qui perdront leur poste, donc cela leur intérêt, et surtout qu'il n'y ait pas de dissolution, donc ils feront en sorte que le gouvernement ne tombe pas. C'est de la 4e République, hein, on est en plein. Monsieur Macron a réussi à réinstaller la 4e République en France sans faire de changement de constitution. C'est fort, il faut le reconnaître, c'est assez fort. Hein. Oui. Non, mais pourquoi elle est assez facile à décrypter, effectivement. Ce message, il est assez facile à décrypter. Donc, coup de com', mais coup de com' un peu, ou coup de pression un peu facile à comprendre de la part du Premier ministre. Oui, bien sûr. C'est une évidence même. À la limite, ce coup de com', il est presque en trop. Les députés n'ont pas besoin de ce coup de com' pour bien connaître et analyser la situation et savoir que si le gouvernement tombe, il y aura évidemment une dissolution derrière parce que Monsieur le Président de la République n'aura plus d'autre choix que de dissoudre.
et que pour certains d'entre eux, de ces députés, aussi bien à gauche qu'à droite, à droite LR surtout, il y aura de la perte. Il y aura de la perte en ligne, il y aura des dégâts sur le terrain, et il y aura certainement un renforcement des extrêmes, c'est à peu près sûr. Hein. Oui, merci Frédéric. Laurent de Toulouse s'amuse en nous disant le cornu se prend pour Trump et joue à celui qui est le plus fort. Oui. C'est pas faux. Je sais pas, Alex, vous comprenez comment ? Moi, je pense que le cornu, il fait ce qu'on lui dit de faire. Hein. Donc, Emmanuel Macron lui a dit menace de dissolution, il le fait, il est très content. Il faut savoir d'ailleurs qu'il n'ait pas de l'autonomie maintenant. Non, je crois pas. Non, je pense pas. Franchement, sur un sujet comme celui-là. Et premièrement et deuxièmement, c'est quand même par rapport au Mercosur que les menaces de dissolution, les motions de censure sont déposées par le RN. Sauf qu'ils n'ont pas voté le Mercosur. Donc oui, sauf qu'ils n'ont pas voté le Mercosur, mais ces partis auraient aimé que le président de la République et que la France aillent au bras de fer. Après, on peut parler du Mercosur, des conséquences qui sont considérables pour certains agriculteurs, qui sont considérablement bonnes aussi pour d'autres agriculteurs. Et on pourra en parler, on pourra analyser. Ce matin, Annie Genevard a dit que de façon provisoire, le Mercosur était mis en place dès ce samedi et qu'il s'appliquait dès ce samedi. Parce qu'il va être signé samedi, a priori, c'est ça. Donc oui, c'est des exécutions provisoires de l'accord. Mais en tout cas, sur la menace de dissolution de Le Cornu et d'Emmanuel Macron, moi je pense qu'effectivement c'est un coup de pression, un coup de com', mais n'empêche qu'ils n'ont plus rien à perdre non plus. Ouais. Donc à la limite c'est dire on existe, c'est de vouloir prouver qu'ils sont et l'un et l'autre encore présents, et demain s'ils perdent, ils perdent, mais c'est pas eux qu'on puisse à perdre, c'est ceux qui vont se présenter dans un an à l'élection présidentielle. Faire tomber le pays dans le chaos aujourd'hui, c'est ni bon pour LR, c'est ni bon pour le RN, mais encore moins pour le RN d'ailleurs. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils veulent aller à la dissolution. Pour LFI, tout est bon quand il y a le chaos. À la limite, c'est leur stratégie, donc ça je peux le comprendre. Mais moi je pense qu'ils étaient capables d'aller jusqu'à la censure. Effectivement, il y aura pas censure, à moins d'un retournement de situation en 24 ou 48 heures, et que le Parti socialiste, qui lui a le plus à perdre en termes de place dans l'hémicycle, décide de voter ses motions de censure. Le coup de pression est sur le Parti socialiste, puisqu'en fait l'accord sur le budget doit être fait. Toute la question du budget derrière. On leur a tout donné. Voilà, donc Sébastien Lecornu fait en sorte que le PS, il faut qu'il comprenne que si dissolution il y a, certes c'est un suicide politique si la Macronie provoque la dissolution, mais c'est aussi un suicide politique pour le PS et les LR. Donc on met le coup de pression sur le PS. Et puis il faut rajouter un dernier point, c'est que ça va devenir même techniquement très compliqué pour les partis de faire les municipales plus les législatives, trouver des candidats partout. On sait que par exemple pour les LR, c'est difficile de faire pour le RN de faire les fonds de tiroir pour trouver des candidats qui peuvent être crédibles. Donc la menace, elle n'est pas un peu en l'air, mais il y a un côté, dépêchez-vous. Il faut que vous vous dépêchiez pour refaire le budget. Ça coûte. Oui, ça coûte de l'argent. Je crois que le RN est très près, parce qu'ils ont compris la dernière fois. Ça a été horrible pour eux de trouver des candidats. Alors, Christian nous dit il n'y aura pas de dissolution. Ni le PS ni le socle central ne peuvent prendre le risque de perdre des dizaines de députés. De plus, après une censure, Macron peut renommer Le Cornu. Donc, ça, c'est vrai aussi. C'est tout à fait vrai. Rachida, on ne vous a pas entendu, Rachida Kao. Alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas annoncé de dissolution. Approchez-vous du micro. Emmanuel Macron n'a pas annoncé de dissolution, on n'a même pas parlé de ce sujet-là. Alors non, mais enfin c'est ce que voulait dire Le Cornu quand même. En revanche, oui, mais c'est le constat de ce qui se passe dans notre pays au niveau politique. Nous avons, vous l'avez dit à juste titre, les partis politiques ne font plus leur job. On a aujourd'hui des pseudo-députés qui ne sont même plus sur le terrain, effectivement, donc qui sont plus en fait à la cantine et puis à faire du relationnel, à préparer en fait finalement leurs affaires personnelles, et je sais de quoi je parle parce que j'en connais un paquet. Maintenant, aujourd'hui, la situation actuelle est dramatique. Donc, est-ce qu'on va vers une dissolution ? À mon avis, le résultat sera pire parce que aucune majorité ne va se dégager. Non. Ça sera un duel RN et LFI. Franchement, honnêtement, aucune majorité significative pour pouvoir faire basculer, basculer en fait les décisions au niveau du Parlement. Je pense qu'en fait c'est inutile, mais moi ce qui m'interpelle, c'est que ça va nous coûter encore énormément d'argent. Donc faut le savoir là-dessus. On n'y est pas. Non, on n'y est pas. Donc c'est pour ça qu'en fait en réalité je pense que c'est pas une. Laissez terminer Rachida. Vas-y. C'est pas une solution, sachant que le résultat sera le même. En revanche, on va détourner la crise politique vers les urnes, et puis encore une fois solliciter nos concitoyens pour que eux-mêmes se saisissent finalement du débat politique et puis des directions à donner à ce pays.
Julien nous dit que le PS va forcément apparemment accepter le 49-3. Est-ce que finalement c'est pas le PS le dindon de la farce? Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu la suspension de la réforme des retraites. J'entends ce que vous dites, Rachida, sur le fait que ça va coûter énormément d'argent. Mais pardon, mais l'incertitude, elle coûte énormément d'argent. Énormément, voire plus que le coût d'une dissolution. Là, il faut du courage politique. Faut accepter. Mais vous savez, quand en face, vous avez tous les gens qui veulent bloquer parce que ça les arrange. On parle du RN ou de LFI. Eux, ça les arrange qu'il n'y ait pas de budget. Et qu'on doit passer par le 49.3 parce que ça fait une promesse qui n'est pas tenue par le Premier ministre. Donc par conséquent, on est dans l'incertitude. Là, on nous annonce ce matin, Amélie de Montchalin nous annonce qu'elle espère pouvoir parvenir à un accord. Elle espère pouvoir parvenir à un accord à la fin janvier. Mais si elle parvient pas à l'accord, on est dans l'incertitude qui court depuis 3 mois et demi. Oui, d'où le blocage, en fait, c'est ce que je vous dis, la responsabilité. D'autant plus que normalement, constitutionnellement, c'est au 31 décembre de l'année précédente qu'on aurait dû avoir un budget. Là, on n'y est pas du tout. Dire que la question, elle commence à se poser sur les marchés, sur la crédibilité de la France budgétairement. Oui, on a en ligne François qui nous appelle Saint-Germain-en-Laye. Bonjour François. Vous avez été surpris par cette petite information émanant de Sébastien Lecornu ? Non, moi je suis pas surpris, je suis navré, je suis désolé parce que non seulement Sébastien Lecornu il argumente uniquement sa stabilité par la menace, donc en fait il propose rien, il dit si vous faites pas ça, ça sera pire. Ce qui se passe en ce moment, c'est simplement la conséquence de précédentes dissolutions, des renversements de gouvernement qui ont lieu avec la chute du gouvernement Barnier, gouvernement Bayrou, le gouvernement Lecornu 1. Donc on arrive vraiment au bout du bout et on veut encore dire, s'il vous plaît, 2 minutes, monsieur le Doro, plutôt que parler vraiment de la France et parler des Français. Je vous entends tous. Il y a un jeu politique entre le PS, le RN et les filles, tous ces partis. Mais où sont les Français en fait ? Les Français ils vont payer toutes les dépenses supplémentaires. Je n'ai jamais entendu parler le gouvernement de l'intérêt des Français. Ils parlent uniquement de leur propre intérêt, soi-disant de l'intérêt souverain de la France, qui a été complètement balayé et oublié dans le Mercosur, avec la souveraineté alimentaire par exemple. Donc moi je trouve qu'il vaut mieux une fin difficile maintenant que des difficultés, une épreuve qui n'en finit plus, avec les maintien d'une minorité actuelle formée par la Macronie et le PS, qui gouverne contre la majorité populaire. Oui, ça vous fait réagir, Alex? Non, j'entends ce qui est dit sur la fin brutale peut-être maintenant. Moi-même à l'époque, je m'étais prononcé sur une démission du président de la République. Je regrette d'avoir proposé ça parce que je pense que ça aurait été encore plus le chaos. Mais je comprends qu'on puisse vouloir une fin brutale. En revanche, sur le Mercosur, pardon, cher monsieur, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que de dire que nos agriculteurs et que nos producteurs vont être désavantagés. On parle souvent de ceux qui ne vont pas bien et de ceux à qui ça peut jouer des tours. Et il est vrai que ça va jouer des tours à beaucoup d'agriculteurs si on n'encadre pas. Mais j'entendais ce matin, par exemple, le président d'Intermarché qui disait que lui, il n'allait pas acheter français pour certains produits. Il y a aussi quelque chose qui doit venir de nous-mêmes. Par contre, ça va aussi aider d'autres productions et d'autres producteurs. La viticulture, qui est quand même une marque de fabrique en France, ça va beaucoup l'aider à travers le monde grâce à cet accord. Donc je pense qu'on parle que de ce qui ne marche pas dans cet accord, mais on ne parle jamais de ce qui peut marcher ou en tout cas aider notre production. Vous avez tout à fait raison, et la mondialisation fait aujourd'hui qu'on ne peut pas jouer le protectionnisme à tout prix, c'est pas possible. Et donc les règles sont très compliquées. C'est plus le même libéralisme, c'est plus le même protectionnisme. L'Europe ne joue pas son rôle, car si l'Europe avait un véritable bloc, on pourrait tous se mettre d'accord pour avoir des droits de douane. On est dans un état catastrophique. Vraiment embêté. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et on va, dites-nous si vous êtes prêts à voter 2 fois. Moi je suis prête à voter plusieurs fois si ça marche. C'est une vraie question. Et puis on va parler de l'Iran, de ce silence français et européen. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter cette actualité dans le 10h midi. Peut-être que vous pourriez faire votre coup de projecteur maintenant, Mehdi, puisque c'est en rapport avec ce que nous évoquions sur on va dire la complexité de la vie politique française. Et là, vous attirez notre attention sur... c'est totalement lié. Alors, il y a un titre de référence en Angleterre, The Economist, donc référence mondiale, lu par toute la diplomatie, tous les grands chefs d'entreprise, lu par toute la City. Et un article est paru donc vendredi dernier qui qualifie la France de gros bordel de merde. Voilà, je cite exactement l'expression. C'est le titre The Economist qui est quand même un journal extrêmement sérieux. Ça dit la manière dont la France est perçue en Angleterre
par les élites en Angleterre et de manière générale par toute la City, donc la grande place avec Wall Street. Et ça en dit beaucoup sur ce qu'on est. Donc ça parle à la fois de la baisse de la qualité du personnel politique, ça parle de la dépense publique française. On ne comprend pas ce qu'est devenue la France et on estime que la France est devenue l'homme malade de l'Europe, comme on pouvait appeler l'Empire ottoman ou la Turquie à une certaine époque. La France est devenue l'homme malade de l'Europe. On ne nous compare plus à l'Allemagne, mais on est comparé à la Grèce, on est comparé au Portugal et on nous dit voilà que la France est en train de déclasser en Europe et que ça devient un problème économique, un problème budgétaire et que l'avenir politique de la France est très sombre. Quand la grande presse britannique commence à parler de ce sujet et à l'amener de cette manière-là et d'utiliser ce type de termes, c'est que diplomatiquement, économiquement et même de manière générale, la France est perçue comme un élément de déstabilisation, j'ai envie de dire, un élément faible de l'Union européenne. Donc c'est inquiétant et le regard porté à l'étranger est inquiétant sur la France. Oui, vous l'avez vu cet article? Non, je ne l'ai pas lu. Oui, non, je ne l'ai pas lu, mais je le trouve effectivement extrêmement pertinent et documenté. Et après, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? On constate tous les jours ici, quand on lit la presse, même dans notre pays, dans une presse un peu objective, qu'on a quand même de sérieux problèmes économiques, mais au-delà des problèmes économiques, sociétaux, voilà. Donc oui, on devient peut-être le maillon faible de l'Europe, je sais pas. J'avais le sentiment inverse il y a quelques semaines, quelques mois. Après, si on regarde la situation intérieure, c'est vrai qu'on est dans une situation assez catastrophique quand même. Je voudrais qu'on parle de l'Iran. Je pense que c'est important d'en parler. Je trouve que les médias, on l'a dit ici, ont mis beaucoup de temps à réagir, à mettre ce qui se passe là-bas à la une de leurs journaux. Maintenant, ça y est, les yeux sont rivés sur ce qui se passe en Iran. Néanmoins, on peut s'interroger sur le silence prudent, peut-être, des Français, du ministre des Affaires étrangères français, du président de la République, de l'Europe. C'est David Lisnard qui dit « Ce silence étourdissant que je dénonçais il y a quelques jours résonne hélas toujours du côté de l'Élysée et du Quai d'Orsay. La France a deux bonnes raisons de prendre parti, soutenir le peuple iranien martyrisé par les mollahs qui se bat pour sa liberté et pour sa dignité et qui répand le terrorisme et l'idéologie islamisme. Nos ennemis moraux et intérêts se rejoignent et il a raison. Et nos otages, Valérie, nous avons des otages aussi. Oui, mais alors je suis mitigée parce que maintenant, quoi qu'on fasse, c'est un drame. Je veux dire, par exemple, Trump, on a vu ce qu'on a entendu et on en pense qu'on pense. Bon, maintenant, il avait dit je vais m'en mêler, tout le monde a hurlé. Maintenant, il s'en mêle plus, il fait un peu marche arrière, on dit c'est une honte, il y va pas. Si le président de la République disait quelque chose, je veux dire qu'on est dans un tel capharnaüm que c'est très difficile. Tout ce qu'on peut, en tout cas je suis d'accord avec Valérie, tout ce qu'on doit voir, c'est la presse qui dit exactement ce qui se passe. Oui. Mais et si Macron dit oh là là, les pauvres Iraniens, qu'ils reprennent leur liberté, les conséquences c'est quoi? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, sur ce sujet-là, je peux comprendre la difficulté du président et du gouvernement de se prononcer sur la situation en Iran. Que la presse n'en parle pas assez, ça c'est un scandale par contre. Que ce soit gauche comme droite. Mais pour la position du président, c'est plus compliqué parce que je ne suis pas certain que cette révolution elle aille jusqu'au bout. Et donc ça devient difficile de se prononcer. Alors certes, Donald Trump dit j'ai envie de m'engager, je vais peut-être envoyer des forces. Bon, on ne sait pas encore comment, s'il va faire comme au Venezuela, envoyer des forces spéciales, s'il va bombarder. Mais ça devient une situation qui est un peu même difficile à analyser puisque on sent qu'il y a une révolte qui se transforme en révolution. Là, les mollahs ont fermé totalement le pays. On ne sait pas vraiment ce qui se passe et on ne sait pas ce qui va arriver après. Donc il est même difficile de se prononcer. Donc je peux comprendre la position de dire on attend un petit peu, mais il faut quand même envoyer des signaux parce que nous, on a des ressortissants qui sont enfermés là-bas. Donc le jeu diplomatique et même le jeu de communication à l'international, il est compliqué pour le gouvernement, pour le Quai d'Orsay et pour le président de la République. Alors écoutez ce que disait Nathalie Loiseau, qui était l'invitée Jean-François Aquili ce matin. Et je vais proposer au Parlement européen que l'Union européenne déclare les gardiens de la révolution, donc les milices du régime qui sont en train de massacrer les manifestants, comme groupe terroriste. C'est pas purement symbolique. Ça a des conséquences sur le business des gardiens de la révolution. Et les gardiens de la révolution, ce ne sont pas seulement des milices, ce sont des mafias qui tiennent le pays et qui s'enrichissent. Donc les déclarer groupes terroristes, c'est rendre leurs affaires à l'international beaucoup plus difficiles et augmenter la pression sur le régime. C'est ce que je vais proposer. C'est une proposition que pourrait porter le président Emmanuel Macron au nom de la France. Alors, Alex, moi j'avoue, je suis désolé, je suis en désaccord avec Mehdi
sur le fait que le gouvernement et le pouvoir politique ne puissent pas intervenir. D'ailleurs, on voit même au sein du gouvernement des voix qui sont complètement différentes. Aurore Berger, par exemple, qui elle dit qu'il faut absolument réagir et que la France ait une réaction internationale. Vous pouvez pas avoir deux poids, deux mesures. Je veux dire, on ne sait pas ce qui va se passer après. T'as raison, Mehdi, mais on savait pas ce qui allait se passer après à Gaza ou au Moyen-Orient, au Proche-Orient, entre les Palestiniens et les Israéliens. Pour autant, le président de la République, il a pris parti concrètement en disant qu'il voulait mettre fin à la guerre. Il s'est fâché avec Netanyahou. Il a pris des décisions. Il a pris des décisions diplomatiques. Là, on a des otages, anciennement otages, qui sont sous protection française à l'ambassade, qui sont bloqués là-bas. D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup les Français et la diplomatie française réagir pour demander leur libération. Ils y sont pour rien. On a appris que c'était l'Allemagne, je crois, qui était intervenue. Et là, il se passe quelque chose qui est, mais qui peut bouleverser le monde. C'est l'équivalent de la chute du mur de Berlin. Voilà, moi, c'est l'équivalent. Si ça va au bout. Et les Français, on ne sait pas ce qu'ils en pensent. On ne sait pas ce qu'en pense le président de la République sur cette situation-là. Alors que c'est quand même hyper important. Et il a le droit de réagir, tant sur Gaza, tant sur l'Ukraine. Mais là-dessus, ne pas réagir. Moi, je trouve ça bizarre et assez troublant. Moi aussi, un petit peu. Rachida Kaour, vous en pensez quoi ? On a pu constater ces dernières semaines, ces dernières années qu'il y a c'est sûr qu'il y a une rupture profonde entre la société civile iranienne et puis les institutions du pays. Je pense qu'en réalité, les Iraniens, les Iraniennes, donc effectivement, ont besoin d'un soutien au niveau international, mais ils sont en train de mener leur propre révolution. Et donc c'est un processus qui est engagé depuis maintenant de nombreuses années. Et moi, ce que je retiens, c'est la mobilisation de la diaspora iranienne dans le monde. On en parle d'ailleurs, hier on en parlait aussi. Donc non, je suis pas d'accord parce qu'il y a des manifestations. La communauté internationale est au fait sur le sujet. Il y a la question des femmes surtout qui est prioritaire. Les femmes en plus sont en train de mener une révolution exceptionnelle. Vous voyez. Mais sont où les féministes ? Elles sont où les ONG ? Elles sont où les flottilles ? Maintenant, il faut que ça se greffe, bien sûr. Elles sont où les flottilles ? Ils sont où tous ces gens qui se battaient pour l'autodétermination des peuples ? Sur la transparence des salaires, il faut s'occuper des familles iraniennes. Non, mais c'est encore autre chose. On se retrouve dans un instant et puis on va parler avec vous, Rachida, de la volonté d'Emmanuel Macron de créer un haut commissariat à la diversité et au diaspora. Alors ça a fait beaucoup réagir, en particulier sur les noms qui sont évoqués pour faire partie de ce haut commissariat. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour pour commenter l'actualité. Vous me permettrez un petit coup de gueule que je tiens depuis une semaine à propos des manifestations après les matchs de foot de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. On a encore vu, après la défaite de l'Algérie, des affrontements assez violents qui ont eu lieu entre supporters ou contre les forces de l'ordre. Et la question, c'est pourquoi on accepte ça ? Comment on tolère ça ? Je veux dire, au Maroc, il n'y a pas eu de débordement, ou très peu. Il y en a eu quelques-uns, mais qui ont été assez vite contenus. Et c'est vrai que là, je reviens sur le foot. C'est vrai que ces échauffourées et ces manifestations, moi, me choquent profondément. Je trouve intolérable qu'on dégrade, qu'on hurle des slogans anti-France, d'ailleurs, à Barbès, en l'occurrence. Vous avez vu ces images, vous qui êtes supporter de foot, Alex ? Ouais, j'ai vu ces images. D'abord, quand j'ai voulu en parler la semaine dernière, on m'a dit à la rédaction, mais bon, c'est tout le temps comme ça. Bah oui, mais c'est pas parce que c'est tout le temps comme ça qu'on doit l'accepter. Pas une habitude. Mais d'abord, parce que vous dites que je suis supporter de foot, il faut quand même reconnaître que cette CAN, dans sa globalité, au Maroc, est quand même superbe. C'est une première chose. Une très belle organisation et des très beaux matchs, même si le Maroc est quand même beaucoup avantagé, mais ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est une très belle CAN. Et c'est vrai, par contre, que malheureusement, vous avez des débordements. Sur Coupe d'Afrique des Nations, vous avez des débordements qui sont quand même dérangeants, d'ailleurs, et au Maroc et en France, après certains matchs, pour certaines équipes. Bon, mais c'est tout le temps comme ça, c'est vrai. C'est tout le temps comme ça, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il y en a eu chez vous pas plus tard que... C'était quand ? Alors attendez. Samedi, lors du match, vendredi soir. Oui, Algérie, le dernier, c'était Algérie, Nigeria. Donc sur les Champs-Élysées, il y a eu la police qui a mené des actions très violentes du reste, parce que j'étais sur les champs, je sortais d'un rendez-vous, et là j'ai vu en fait la police effectivement qui saisissait les drapeaux algériens et qui donnait
des amendes. Moi, je trouve que... vous pensez qu'il y a suffisamment de contrôle et de répression, entre guillemets? En tout cas, le paquet a été mis de la part du préfet de Paris, oui, tout à fait. Donc, et je pense que c'était pour lutter contre tout débordement. C'est des passionnés, hein, vous savez, les supporters de football, enfin, ça dépasse la passion, là. Oui, mais on va dire que c'est... c'est ce qu'on voit aux abords des matchs, des terrains de foot, tout ce qui est... Il y a eu des... J'ai vu ça au PSG aussi. Oui, mais après le PSG, après la finale de la Ligue des Champions sur les Champs-Élysées. Enfin, c'est un peu partout. Après, c'est pas juste en France. C'est commun au foot. C'est vrai que c'est commun au foot. Il n'y a pas eu le même débordement au Maroc. Non. Si, dans le stade. Lors de l'élimination de l'Algérie. Mais ça a été endigué très rapidement. Dans le stade, ça a été endigué très rapidement. Ça s'est battu sur le terrain. C'était très violent. Pourquoi en rugby ils sont bien élevés? C'est vrai, c'est marrant. Je sais pas. Moi, j'ai fait 25 ans de rugby. Je peux vous dire qu'effectivement, on se bat sur le terrain. Ça arrive. Mais la CAN. Le rugby, les gens sont bien élevés. Pour en revenir à la CAN, c'est vrai que c'est un football qui est. Enfin, c'est tous les 2 ans, même si ça va passer tous les 4 ans. C'est très identitaire. Oui. Et on sent que c'est plus que des affrontements de matchs de foot la plupart du temps, plus des histoires de rivalité entre communautés. Et après, ça peut se traduire quand une équipe perd. Tout le monde attendait finalement un Maroc-Algérie en demi-finale. L'Algérie s'est fait éliminer et là, c'est parti un peu en cacahuète. Le Nigeria était quand même bien plus fort. Le Nigeria moi, je trouve que quand il y a des troubles, on devrait interdire le prochain match. Je vous garantis qu'il n'y aurait pas des troubles, ça continuerait pas. Mais après, ça se passe au Maroc. Parce que, ce qui s'est passé à Paris, à Barbès, c'était des cris « Allô, tonton Tebboune, on va brûler Barbès ». Je vois pas très bien quel est le rapport avec le foot, mais... Il n'y a aucun rapport avec le foot. C'est juste un moyen d'y parvenir et de faire passer ses idées. Et il y a eu un outil et au Maroc, il y a eu un supporter franco-algérien qui a été expulsé et interdit de territoire. Alors avec vous... Il avait été expulsé aussi en Côte d'Ivoire, aussi j'avais vu le même supporter. Mais nous, on ne s'est pas expulsé. Non. Rachida, avec vous, coup de cœur donc pour la volonté d'Emmanuel Macron de créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. Ah ben moi je dis enfin. Enfin. Alors, vous savez pourquoi? Parce que en France, on a un peu entre 150 et 200 diasporas. Alors, ça représente à peu près 7 millions de personnes, sans compter, on va dire, je vais vous donner un autre chiffre, 15 millions en fait de personnes en France qui ont au moins un parent issu de l'immigration. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on ne peut pas fermer les yeux sur donc ces communautés qui sont présentes sur le territoire, dans la mesure où aujourd'hui, on a un grand risque, c'est celui justement du repli communautaire, qui est en même temps exacerbé par ce nationalisme qui est poussé par l'extrême droite et j'en passe, et qui cherche à diviser la société française. Le nationalisme ne cherche pas à diviser la société française. Vous savez, on est français. Exclure automatiquement, si vous voulez, ça mène vers un repli identitaire qui aujourd'hui en fait est un danger pour la France, pour les Françaises et les Français, pour ce vivre ensemble que j'aime pas du tout utiliser ce terme, mais on va dire que j'ai toujours pas trouvé le terme. En revanche, ce qui m'intéresse moi, c'est ces énergies qu'on peut canaliser, qu'on peut valoriser et qui servent. Un autre sérieusement. Est-ce que vous pensez qu'un bidule avec des gens dont on voit qui a été nommé non, mais les noms qui sont. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de faire des économies, de dire il faut supprimer les doublons et on va recréer un haut commissariat qui va servir à quoi? À quoi sert le haut commissariat au plan? À quoi sert le haut commissariat à l'enfance? Excusez-moi Valérie, mais là c'est même pas la question n'est pas de combien ça coûte, c'est surtout combien ça va nous rapporter. Aujourd'hui, il y a énormément de combien ça coûte. Je vous demande quelle est l'efficacité du haut commissariat au plan. Quelle est l'efficacité du haut commissariat à l'enfance? Quelle est la définition même et les prérogatives d'un haut commissariat? C'est justement de se concentrer sur un sujet, de se concentrer en fait sur la manière dont on peut justement aujourd'hui répondre à des problèmes de société et c'est là que ça devient intéressant parce que en tant qu'élu local, faut voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Et il y a effectivement des recherches concernant l'appartenance. Vous savez, vous avez affaire à la 2e, 3e génération qui aujourd'hui, c'est génial. C'est ça qui est fabuleux. Oui, mais vous avez besoin d'un outil pour aller plus loin. Et mais cet outil, la 3e génération, elle est française. Alors, de quoi elle a besoin? Elle est française, mais elle est facilement manipulable. Elle est facilement aujourd'hui, et bien justement, on peut les embrigader sur, vous le savez très bien, sur l'islamisme par exemple radical.
radicales, sur des sujets qui vont justement beaucoup plus loin sur la recherche de cette identité, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place en fait en France. Vous pensez que quelqu'un comme Lilian Thuram, qui, on l'a rappelé à cette occasion, avait demandé lors de la coupe, c'était la Coupe du Monde, de faire une photo qu'avec les Noirs, enfin qu'il y a des propos qui sont assez communautaristes. Est-ce qu'une personnalité comme Lilian Thuram, il n'est pas originaire d'une diaspora, il est né à Pointe-à-Pitre, donc il est français. Mais les origines culturelles, excusez-moi, non, mais la question est c'est d'où le problème qu'on a aux Outre-mer. La question est quand même celle des gens qui sont cités, c'est-à-dire qu'on n'a que des gens issus. Moi, je pense que les gens qui ont été cités, sont des personnalités qui sont reconnues au sein des diasporas, qui ont effectivement, en fait, on va dire, un impact dans le sens où ce sont des gens qui ont réussi. Vous imaginez donc Najat Vallaud-Belkacem, qui venait du fin fond de sa campagne marocaine, qui a fini ministre. Et puis, je sais pas, mais vous avez des petites filles qui peut-être en fait, se diront, oui, effectivement, j'aimerais bien être une Najat Vallaud-Belkacem. On a besoin de créer un machin pour ça. Alors non, ça va pas. Je pense que je sais pas. J'ai pas le détail de ce que fera. Enfin, quelles sont les missions du Haut Commissariat. Je sais juste que c'est nécessaire aujourd'hui, quand on est dans un pays fracturé, quand on a aujourd'hui, je parle aussi de l'extrême gauche qui manipule sur le terrain, cet électorat pour justement à chaque fois, brandir ce fameux torchon rouge en disant, oui, le vote communautaire, en fait, on en a besoin. Vous avez la cause palestinienne, vous avez les différences de ces gens-là. Dites-moi. Oui. Non, parce que la force de ces gens qui manipulent, et vous avez tout à fait raison, elle est énorme. Et c'est très grave. Vous croyez bien que... Qu'est-ce qui est très bien ? C'est très grave. Oui, c'est très grave. Mais vous croyez vraiment que 12 ou 15 personnes assises autour d'une table pour dire il faut pas, c'est pas bien, vont arriver à... L'impuissance sera terrible. Et puis surtout la phrase d'Emmanuel Macron de dire pour répondre à Donald Trump. C'est ça que je comprends. Oui, en plus. Pour répondre... Non, alors moi, pour le coup, la lecture que j'ai vu dans la presse que ça jasait pas mal sur cette phrase-là. Je pense qu'en réalité, à l'heure où aux États-Unis justement, on se focus plus sur cette richesse de la diversité, ce qu'elle peut nous apporter en fait, nous Françaises et Français, on se dit ça peut être utile, notamment aussi pour reconquérir, on va dire, par exemple, je vais prendre un exemple précis, le continent africain, parce que il ne faut pas oublier que les diasporas, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Quand on part, je vais vous dire, moi je suis franco-marocaine. Moi je suis franco-marocaine. Quand je pars au Maroc, donc j'ai le derrière entre deux chaises, dans le sens où j'arrive, je suis la petite française avec mes us et coutumes à la française, avec évidemment, bien sûr, je parle donc plus français que marocain. Je fais donc des plats qui sont beaucoup plus français que marocains. Et je peux vous dire que ça, c'est du soft power. Non, vous ne pouvez pas dire ça parce qu'on a perdu. Mais ça veut dire quoi ? Vous êtes en train de critiquer, vous dites que la France en fait a perdu son hégémonie. La France en fait perd des parts de marché au niveau international. Et vous ne pouvez pas dire que aujourd'hui en France on a une force qu'on peut utiliser, c'est celle en fait justement de tous ceux qui vivent sur notre territoire, qui sont ces colibris qui peuvent exporter notre savoir-faire, être les meilleurs ambassadeurs pour notre pays, etc. Moi, je vois ça comme ça. Non, mais moi, déjà, je pense que c'est quelque chose où tout le monde parle, personne ne sait rien. On ne sait même pas de quoi. Non, mais on ne sait même pas à quoi va falloir se. Non, mais je vous le dis. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je vous ai dit. Même moi, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on écoute, qu'on entende, qu'on voit vraiment précisément à quoi va servir ce haut commissariat et qui va le composer. Voilà. Moi, je suis toujours contre le haut commissariat. Au commissariat à l'enfance, il a quand même aidé à des choses. Il a quand même mis des sujets sur la table. Non, mais il a mis des sujets sur la table. Les trains avec des enfants, les hôtels contre les hôtels sans enfants. Mais la maltraitance, malheureusement, on n'avait plus de ministère. On n'avait plus de ministère contre la protection de l'enfance. Il faut quand même avouer que les gens qui ont dirigé au commissariat ont apporté des sujets. Mais oui, je suis sérieux. Vous avez l'aide sociale à l'enfance qui est en vrac total. Mais je vous dis pas qu'elle a réglé des problèmes. Je vous dis pas qu'elle a réglé des problèmes. Je dis simplement si elle règle pas les problèmes. On en parle tous les jours ici. Moi, je veux bien prendre son salaire. Pourquoi pas ? Non, mais vous en parlez. N'empêche que faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'il y a un an, au moment où on a nommé un nouveau gouvernement, on n'a pas nommé de nouveau ministère à la protection contre l'enfance, malheureusement. Si le ministère servait à quelque chose, ça le saurait. Oui, mais alors dans ces cas-là, on arrête finalement, tout. c'est peut-être les hauts commissariats qui vont servir. Non, moi je pense que non. Premièrement, je pense que non. Et deuxièmement, quand je vous dis ça vous regarde, c'est pas du tout
tout péjoratif ou quoi que ce soit. Non, c'est pas péjoratif, parce que je vois Gilles qui réagit derrière. C'est pas péjoratif. Moi, j'ai des origines. Elle me regarde. Tout le monde. Mais elle me regarde dans mon cercle privé et j'essaye d'apporter ses origines dans mon quotidien sans pour autant vouloir en faire un porte-drapeau. Non, je voudrais réagir à ça. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est que Rachida a dit, je suis, quand je vais au Maroc, la petite française, j'ai mes habitudes, etc. Est-ce que c'est pas obligatoire et inéluctable. Quand vous habitez la France depuis 2 ans, vous arrivez dans le pays où vous parlez beaucoup moins marocain, etc. C'est normal. Je ne crois pas à une assimilation qui n'a pas de sens et que tout d'un coup au Maroc on vous dise ah c'est super, elle est marocaine. En France on vous dise ah ben non, elle est marocaine. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est une question individuelle d'assimilation dans le pays dans lequel on vit. Christian nous dit opération de com caractéristique de l'action de Macron qui essaie d'exister désespérément. Et pourquoi Moi je pense qu'il y a des objectifs derrière. 2032, des choses comme ça. Oui, moi, évidemment, ça va être en fait, si tu veux, pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de la grève des médecins avec vous, Alex. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Valérie Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Autre sujet d'actualité important sur lequel vous vouliez revenir, Alex Armand, c'est la grève des médecins et les conséquences aux urgences et conséquences pour les patients. Qu'est-ce que vous vouliez, quel sujet vous vouliez aborder ? C'est encore malheureusement un point de défaite de notre pays, parce qu'aujourd'hui on parle de près de 14 000 à 17 000 médecins libéraux qui seraient en grève et donc en moins sur le terrain pour les consultations de patients, et que par conséquent c'est tout le système de santé qui va reprendre la charge de ces absences, et les SAMU, les urgences sont surconsommées et sursollicitées, et malheureusement là on peut arriver à un tournant qui peut être très violent si les médecins ne reviennent pas dans leur cabinet. Vous vous rendez bien compte, 14 000 à 17 000 médecins libéraux qui ne consultent pas depuis le 4 janvier. Oui. Normalement, la grève doit arriver à échéance le 15 janvier, mais on ne sait pas. Hier, vous aviez 2500 médecins qui étaient à Bruxelles. Oui. Pour manifester, pour partir même, pour partir ou pour manifester, mais surtout pour pas être réquisitionnés. Et là, ils sont encore à Bruxelles, certains, pour pas être réquisitionnés et faire la grève jusqu'au bout. Moi, vraiment, je vais vous dire, je comprends la situation des médecins, leur ras-le-bol, leur cri d'alerte, le fait qu'ils ne soient pas considérés, valorisés comme ils l'entendent. Je comprends aussi qu'on a un problème de nombre de médecins dans notre pays. Je comprends pas ce que fait le gouvernement là aussi sur le numerus clausus, sur toutes ces questions-là. Alors, objection, votre honneur. Attendez, juste sur un point. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que le rôle d'un médecin, la profession d'un médecin, c'est une vocation. Et une vocation, on ne peut pas laisser mourir des gens sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec le système. Il y a un moment donné, il faut qu'on puisse soit se poser tous ensemble autour d'une table, enfin moi je peux rien faire, mais en tout cas eux se poser autour d'une table avec les ministères concernés, le président de la République, en faire un sujet. Il l'avait fait au moment du Grenelle de la santé à la suite du Covid, mais ça avait servi à rien. Mais en faire un sujet de cause nationale. Mais on ne peut pas aujourd'hui se dire que 14 000 à 17 000 médecins désertent déjà qu'il y a des zones blanches dans tout le pays. C'est catastrophique. D'accord. Sauf que, premièrement, que fait l'ordre des médecins ? On n'en sait rien. Il n'a rien fait. Deuxièmement, il y a aussi un autre point de vue que je vis, encore en chef d'entreprise. Quand vous dites quelque chose qui ne va pas à un salarié, vous dites je me mets en arrêt de travail. Donc, il y a l'excès et la tolérance inimaginable des médecins pour filer des arrêts de travail. Alors, je ne discute pas, il y en a qui sont indispensables, bien évidemment, ils savent ce qu'ils font très bien. Quand vous avez tous les salariés, n'importe lequel qui vous dit je me mets en arrêt de travail et qu'on sait que le lendemain il en aura un, ça pose problème quand même. Avec une escroquerie énorme à la masse d'arrêt de travail qu'il y a. Et donc la réponse n'est pas facile. Il n'y a pas que ça, il y a le déremboursement, le non-remboursement des médecins non conventionnés. Il y a ils ont fait des études et aujourd'hui on le dépassement d'honoraires. Il y a beaucoup de choses, ils ne sont pas blanc-bleu. Non, mais moi je suis même pas là-dessus. Non, on n'est même pas là-dessus. On est sur les. Mais je suis même pas là-dessus sur le fait que c'est déserté. Vous allez dans les urgences aujourd'hui. Vous appelez les urgences aujourd'hui quelquefois vous attendez une demi-heure pour être envoyé vers un. Mais aujourd'hui, même plus. Et puis je félicite tous ceux qui disent médecins en grève et qui sont en train de bosser. Ouais, ça il y en a pas beaucoup. C'est à l'hôpital en général. À l'hôpital, dans le service public, les médecins ne font pas grève. Pour retenir plus un point, il y a une énorme disparité entre la médecine de ville et la médecine de campagne. Et là, on
a un énorme problème qui est structurel, qui date de je sais même pas quand on pourrait y remonter. Il y a un énorme problème, c'est qu'aujourd'hui, la médecine tout court en France ne tient que sur les médecins libéraux. Complètement. Et tout tient grâce à eux. Si eux lâchent, tout le système lâche. Et ne pas le comprendre et ne pas les valoriser, et ne serait-ce que de ne même pas leur donner de la considération et de faire en sorte que, oui, messieurs et mesdames, on vous écoute, c'est grave politiquement. Donc là, on a une crise elle est structurelle. Ce n'est même pas à prendre en considération les énormes disparités du territoire, parce qu'on voit qu'il y a des zones où il n'y a même plus de médecins, ce n'est même plus possible. La dernière fois, on a galéré avec mon père pour trouver un dentiste pour ma grand-mère. Pendant 3 mois, vous imaginez alors. Donc il y a plein de Français qui sont dans cette situation et on n'écoute même pas les médecins et les praticiens qui, eux, savent exactement ce qui se passe. Donc c'est incohérent et en fait, il faut absolument les soutenir, il faut les mettre en avant, ces gens-là. Les médecins, il faut les écouter. Et les médecins libéraux, il faut les écouter absolument. Ils ne sont pas assez payés, ils ne sont pas assez valorisés. Et attends, ils prennent des amendes quand ils garent leur voiture, quand ils font des visites à domicile. Parce que ça, quand j'ai lu un rapport sur ça, j'ai fait des bonds de 100 mètres de haut, je me suis dit, non mais attends, il part en consultation et en plus quand il revient... Idem pour les infirmières libérales, c'est la même chose. Oui, pareil, avant, ils n'avaient pas de PV. Non, c'est fini ça. C'est fini. Mais effectivement, en tout cas, cette grève est extrêmement suivie. On avait le docteur Marty la semaine dernière qui nous le disait. Il y a eu une manifestation et je ne sais pas quelles réponses vont être apportées. Alors, ils ont refusé aussi les déplacements à domicile. Enfin, ça s'est détérioré. Un peu des deux côtés quand même. C'est vrai. Mais il faut revoir la formation, pardon, mais le nombre de médecins en France, mais c'est honteux pour un pays comme la France. Et surtout qu'en plus, et nos jeunes, ils vont faire leurs études à l'étranger. Absolument, parce que c'est facile. Et les salaires des médecins étrangers qui sont... On parle aujourd'hui de déserts médicaux et c'est plus que flagrant. Encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez du dentiste, mais nous, femmes gynécologues, accrochez-vous pour avoir un rendez-vous. Donc les risques, en fait, par exemple de cancer que vous n'avez pas décelé ou d'autres pathologies, vous pouvez attendre entre-temps, le temps court contre nous. Dermato, 4 mois. Oui, dermato, alors j'en parle. Vous avez de la chance. Même les pédiatres, tout. Enfin, en tout cas, on a une vraie crise dans ce domaine-là. Et moi, je dénonce le fait que les médecins étrangers qui sont sur notre territoire, ne peuvent pas accéder à la pratique au même titre que les médecins français. À savoir, en fait, il faut qu'ils passent plusieurs stages, en plus un concours pour valider leurs acquis, sachant que vous pouvez aujourd'hui faire vos études de médecine dans les pays de l'Est, je parle de la Roumanie, et venir pratiquer en France. Et les niveaux, les standards, je ne vais pas critiquer ni rien du tout, ne sont pas les mêmes. Alors justement, il y a une volonté politique qu'il va falloir pointer du doigt, et surtout aussi, vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure. Pardon ? Quelle volonté politique il y a alors ? Non, aujourd'hui, il va falloir en fait une volonté politique pour pouvoir décloisonner ce fameux numerus clausus, cette fameuse validation des acquis de médecins qui sont sur notre territoire, parce que c'est pas normal, oui. Mais est-ce que ce n'est pas normal de valider les acquis ? Il y a quand même il y a quand même des pays où les études de médecine sont bien moins pointues que les nôtres. Oui, mais moi je pense qu'au vu de la situation, ces diplômes sont équivalents en fait à d'autres diplômes de médecins qui sont en France et qui pratiquent. Je sais pas, pense à ceux qui viennent des pays de l'Est. Les médecins aussi racontent qu'aujourd'hui, il y a énormément d'infirmières, parce qu'il y a aussi pénurie d'infirmières, d'infirmières qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui n'ont pas le niveau. Et à 10 € la piqûre à domicile, c'est un scandale. Non, mais c'est encore autre chose, mais qui n'ont pas le niveau aujourd'hui dans les hôpitaux pour assurer les soins qui doivent être faits. Et puis on les met dans des écoles de formation. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Pour les remettre à niveau. Bien sûr. Il y a des solutions, en fait, c'est juste une volonté politique. Il n'y a pas d'équivalence diplôme en plus d'un pays à l'autre. Un auditeur me dit, et les 8 millions de cartes vitales en trop par rapport au nombre d'habitants, c'est pour quand ? Effectivement, il y a... Ça revient sur la fraude. Sophie, rapidement, et ça va plaire à Perico Légas qui vient de nous rejoindre, votre coup de gueule. C'est lié à la médecine. Je viens de découvrir que la galette sans gluten allait être remboursée par la Sécu. Voilà. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Comment ? Il y a tout là-dedans. Pourquoi une galette ? Alors le gluten, je ne discute pas du gluten déjà. C'est une mode, mais qui correspond certainement à des problèmes réels. Mais c'est une mode qui existe depuis 6 ans. Il y a 0,1% de la population qui est allergique au gluten. Oui. C'est 100 000 personnes diagnostiquées pour une maladie cœliaque.
on vous dit que ça va être remboursé par la Sécu. Le signal est terrifiant. Ça prouve que rien n'est maîtrisé. Les remboursements de Sécu, la réalité en fait, il y a beaucoup de produits qui sont remboursés pour les gens qui sont atteints effectivement de la maladie cœliaque. Par exemple, une prise en charge de 60%, elle est plafonnée à 45 € par mois par adulte et à 33 € par enfant de moins de 10 ans. Sans compter que c'est pas mortel, hein, la maladie de... Non, mais c'est très gênant pour ceux qui sont réellement malades. Mais il faut ajouter la rillette du Mans et l'andouillette de Troyes, qui sont des aliments extrêmement sains, qui sont prescrits sur ordonnance au restaurant et qui ont sauvé des vies à ceux qui consomment des bons produits de nos terroirs français. Absolument. Qui, consommés modérément, sont évidemment qui sont des alicaments, qui sont des médicaments. Je pense qu'il faut rembourser le fameux verre de vin qui nous permet justement par jour. Le verre de vin par jour. Le vin. Non, j'ai dit un verre. Une consommation modérée du vin. Ça a été démenti. Un verre de vin par jour, c'est nocif. Mon médecin m'a dit c'est ce que dit Madame Buzyn. Mais l'histoire de France nous démontre qu'en 14, ce n'est pas le vin qui a tué les poilus, mais les obus allemands. Nous allons nous demander est-ce que la France a totalement perdu sa souveraineté face à la Commission et à l'Union européenne, vu ce qui nous arrive avec le Mercosur. Nous allons étudier ce cas de cette famille de Marseillaise qui a été expulsée dans la rue sans aucun recours et personne n'a pu venir à son secours. Elle est expulsée de la rue ou dans la rue? Dans la rue, elle est dans la rue, voilà, et il n'y a pas de recours possible. Enfin, donc, un petit peu cette situation quasiment médiévale. Nous recevrons Thierry Lenz, avec lequel nous allons chercher à comprendre pourquoi la France abandonne son patrimoine et marche sur son histoire. Nous allons étudier le cas de ces agriculteurs qui sont jugés aujourd'hui à Marseille. Ils ont utilisé des pesticides illégaux. Et attention, si vous faites voler votre scooter, de bien déclarer. Il y a quelqu'un qui a reçu 18 000 € de PV. Il faudra désormais déclarer sa prise de pêche quand vous prenez votre gardon, votre bougeon. Il faudra faire une formulaire en trois exemplaires. Et puis, le Dry January, je suis effondré, aurait des effets positifs sur la santé. Bah non, c'est ce que nous a dit le Dr Cohen la semaine dernière. Oui, si on passe de 10 litres par jour à 3 litres, il paraît que c'est mieux. On a besoin de vous pour dire ça. Allez, on vous retrouve dans un instant, Perico Légas. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio.